Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce matin, à ce webinaire qui est consacré à la foncière solidaire Entreprendre pour humaniser la dépendance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste quelques petites règles de fonctionnement. Nous sommes assez nombreux, c'est pour ça que nous avons, les micros et les caméras ne sont pas activés pour éviter le brouhaha. En revanche, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'onglet questions-réponses qui s'affiche en haut de votre écran. Il y a un Q, une esperluette et un R, voilà. Et donc, il y aura un temps important qui sera consacré à la réponse aux questions en fin de webinaire pour les questions qui auront été les plus posées. Et puis, les questions plus spécifiques seront répondues, on y répondra, pardon, dans le fil de cette conversation. Voilà. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation d'écrire vos questions dans cet onglet spécifique. Pour vous présenter ce matin EHD, nous avons avec nous aujourd'hui Bernard Devers, qui est le président fondateur d'Habitat Humanisme, Sabrina Morel, directeur administratif et financier de EHD, Alexis Charveria, responsable de l'épargne solidaire, et Aïsé Akuerek, qui est directrice d'un des EHPAD du réseau Habitat Humanisme Soins à Lyon. Eh bien, écoutez, si tout le monde est prêt, je vois que les gens continuent à arriver, donc on va tranquillement commencer. Et donc, je vais passer la parole à Bernard Devers, donc, qui est le président fondateur d'Habitat Humanisme et qui dirige la société foncière EHD qu'il a créée il y a plus de 20 ans. Bernard, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte sur le grand âge qui préside en fait aujourd'hui ce contexte au développement d'entreprendre pour humaniser la dépendance? Alors, permettez-moi d'abord de vous remercier de prendre ce temps pour vous présenter en fait ce qu'est notre société Entreprendre pour humaniser la dépendance. C'est une foncière et une foncière solidaire qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Quelques chiffres effectivement pour bien situer en fait ce contexte, comme vous l'avez rappelé, Marie, c'est près de 5 millions de personnes qui ont plus de 85 ans, non, plus de 5 ans en 2050. Donc on voit qu'il y a un enjeu sociétal absolument majeur sur la question du vieillissement. Et nombre de ces personnes, pour plus de 2 millions d'entre elles, en fait, n'ont pas de lien. Il y a une solitude absolument importante. Et donc, lorsqu'on arrive au soir de sa vie et qu'on se retrouve seul et avec peu de ressources, ne pas être là, je trouve que là, véritablement, il y a une situation en fait tout à fait déshumanisante. Or, précisément, le nom de notre foncière, c'est Entreprendre pour humaniser et humaniser la dépendance. Il s'agit d'entreprendre, il s'agit donc d'agir. On va être très clair, si on arrive à agir, c'est grâce à vous toutes et tous qui participez en fait au capital de cette foncière, dont l'objectif, c'est précisément non pas de distribuer les dividendes, c'est de respecter l'argent qui nous est confié. Mais à partir de cet argent, finalement, ce que vous attendez, ce qu'attendent en fait ceux qui s'investissent dans cette entreprise, c'est qu'il y ait une nouvelle donne pour ceux qui finalement se disent, mais il n'y a donc personne pour entendre, personne pour comprendre. Ben si. Nous sommes là pour entendre, nous sommes là pour comprendre, nous sommes là pour agir. Humaniser aussi. Ce travail d'humanisation, c'est une marque d'attention à la question de la fragilité. Et finalement, l'humanité d'une société, elle s'évalue à l'aune précisément de cette attention aux fragiles. Et puis la dépendance, c'est une dépendance qui est à la fois souvent une perte d'autonomie sur le plan social déjà aussi, pour commencer, une perte d'autonomie sur le plan physique et psychique. Et on sait aussi que la solitude est malheureusement un des vecteurs aussi de cette perte d'autonomie. Merci beaucoup Bernard pour cette présentation vraiment de la vision et de la raison d'être de EHD. Pouvez-vous maintenant nous parler plus précisément de sa mission? Qu'est-ce que fait EHD précisément? Alors EHD, Entreprendre pour humaniser l'indépendance, bâtit, construit.
ne gère pas directement. C'est en fait au sein du mouvement Habitat Humanisme, il y a une association qui s'appelle Habitat Humanisme Soins, qui gère en fait les établissements, les bâtiments que nous construisons. Donc il y a trois types d'opérations. Il y a ce qu'on appelle les EHPAD, pardon pour cet acronyme, mais parlons plutôt en fait de maisons, des maisons de vie au sein desquelles il y a des soins. Et nous avons 62 établissements en fait, qui ne sont pas tous propriétaires en fait, propriété de HD. Il y a des baux à réhabilitation, à construction, etc. Donc pour des personnes qui ont plus de l'âge d'entrée dans l'établissement est pour nous plus de 90 ans. On peut d'ailleurs être étonné en disant mais pourquoi les personnes rentrent à une heure si tardive? C'est souvent d'ailleurs parce que nous accueillons que des personnes en situation de fragilité sociale et que ces personnes se disent, et souvent il y a l'aide sociale naturellement pour tous nos lits, mais cette aide sociale n'est donnée que pour autant en fait que les proches n'aient aucune capacité pour pouvoir aussi apporter une contribution. Et souvent ces personnes en fait apportent une contribution, mais en fait elles sont elles-mêmes en des situations de fragilité, de sorte que les parents en fait qui rentrent dans ces maisons en fait rentrent le plus tard possible pour ne pas rendre plus difficile la vie de leurs enfants. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut absolument avoir gardé en mémoire. Il y a aussi les résidences autonomie. Alors c'est précisément des résidences à partir desquelles en fait les personnes sont déjà un peu en difficulté, mais il y a tout un travail qui va se faire pour qu'elles gardent le plus longtemps possible cette autonomie. Il y a ces maisons intergénérationnelles. Et vous savez qu'aujourd'hui, les personnes disent, mais je souhaite bien vieillir et bien vieillir chez moi. Seulement la question en fait des soins à domicile, on a une association des associations qui travaillent sur le soin à domicile, mais lorsque les personnes sont seules, on brise pas en fait la solitude et donc il faut trouver un type de logement, un type d'habitat qui permet en fait de regrouper des personnes, qu'elles soient aussi soutenues. Par exemple, il y a une opération très intéressante qui a été faite sur un centre universitaire en plein centre de Lyon. Sur ce centre universitaire, en fait, on a construit, donc EHD a construit en fait des logements pour des personnes qui sortent des hôpitaux, services d'urgence, et les étudiants, en fait, n'assurent pas les soins naturellement, mais assurent prendre soin de ces personnes. Je voudrais dire cette anecdote parce qu'en fait, elle me semble bien exprimer en fait tout le sens en fait du mouvement Habitat Humanisme et particulièrement d'entreprendre pour humaniser la dépendance. C'est une personne, s'appelle Martine, plus de 75 ans, qui a connu la rue, etc. Service d'urgence, très connu, trop connu en fait des services d'urgence, en fait, qui nous demandent de l'accueillir dans cette opération. Et puis elle va rester pratiquement 1 an. Et cette personne dira, pour la première fois de ma vie, on s'est occupé de moi parce que j'étais moi. Et les étudiants, et de dire sur ce centre universitaire, c'est créer une grande école d'humanité, et cette école d'humanité le restera tant que finalement nos professeurs seront comme Martine. Je trouve que là, en fait, on voit combien, en fait, il y a des raisons d'espérer lorsqu'on entend de telles paroles qui ne sont pas simplement des mots, mais véritablement des engagements et des engagements qui témoignent d'un humanisme qui est véritablement avéré. Merci beaucoup Bernard. Bien écoutez, si vous le voulez bien, on va maintenant passer la parole à Sabrien Morel, qui est donc le DAF, le directeur administratif et financier de EHD, qui va nous parler, du coup, là maintenant qu'on a bien évoqué vraiment la mission et la raison d'être de EHD, va nous parler plus concrètement de la société, de sa structure et des projets en cours. Sabrien, je te passe la parole. Bonjour à tous. Donc, la foncière EHD, Entreprendre pour humaniser la dépendance, a été créée en 2003 sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif à capital variable, ce qui nous permet d'avoir des souscriptions à son capital de façon quotidienne. Elle dispose aujourd'hui d'un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale ESUS et d'une convention siègle service d'intérêt économique et général qui, par ces conventions, l'État reconnaît une quasi-délégation de services publics.
On a à son capital aujourd'hui plus de 3280 actionnaires, avec un patrimoine qui se compose de 20 EHPAD pour un peu plus de 1000 lits et de 620 logements. Aujourd'hui, nos projets sont actuels de 5 projets d'EHPAD en construction qui nous ajouteront 370 places à la livraison et 6 projets d'habitat collectif, intergénérationnel ou de résidence autonomie. Donc nous avons sur cette carte quelques exemples de ces projets que nous avons un peu partout en France, avec entre autres un EHPAD en construction actuellement dans les Vosges, à Grandjean-Monzé, qui portera 98 lits. Nous avons une résidence autonomie en construction en ce moment également à Reims, qui apportera 17 logements. Et nous livrerons aussi en début d'année 2025 un EHPAD à Moulins d'une capacité de 66 lits. Nous avons également une résidence autonomie de 24 logements à Salles-sur-Sanne. Donc bien entendu, c'est un échantillon de l'ensemble de nos projets. Aujourd'hui, ces projets seront financés par 38% de fonds propres, 52% de prêts et 10% de subventions. Donc on voit que quand vous investissez 1 euro, on a un effet de levier de 1 à 3 qui nous permet de justement derrière solliciter des subventions et les prêts liés à ces différents projets. Aujourd'hui, un titre indicatif, une construction d'une place dans un EHPAD coûte environ 220 000 euros. Voilà. Je pense que nous reviendrons peut-être ensuite sur l'investissement solidaire avec Alexis tout à l'heure, un peu plus sur le mécanisme. Mais maintenant, si vous le voulez bien, on va vraiment aborder la partie la plus incarnée des projets de EHD, parce que voilà, on parle de structure, on parle de financement, on parle d'argent, mais derrière, comme l'a dit Bernard si bien, il y a des hommes et des femmes voilà, qui sont souvent très fragilisés, qui ont beaucoup besoin qu'on prenne soin d'eux. Et c'est précisément ce qui se passe dans les maisons et les établissements du mouvement Habitat-Humanisme et donc dans le réseau Habitat-Humanisme Soins. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à Aïzé Akuerek, qui est directrice d'un des EHPAD du mouvement Habitat-Humanisme Soins, qui a été entièrement rénové par EHD récemment. Et avant de te passer la parole, Aïzé, je vous propose que nous découvrions dans un petit film, et bien voilà, vraiment des images de la vie dans nos établissements, que vous rendiez un peu mieux compte de voilà ce qui s'y passe et de effectivement toute cette vie qui est déployée au sein du réseau. Ah, je pense qu'il y a un petit problème technique. Malheureusement, ça arrive parfois. Donc, je suis aidée par Julien. Et voilà, c'est parti.
Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous parler de la démarche du prendre soin au sein de nos maisons. Je ne pas trop fort. Pas encore fini. Je vais te passer la parole, Aïsé. Voilà. Eh ben, écoutez, c'était une petite vue synthétique, passée trop vite, mais qui vous donne un peu l'idée de cette ambiance dont va nous parler aujourd'hui vraiment, voilà, plus en détail, Aïsé, qui a une expérience directe puisqu'elle dirige l'établissement de l'EHPAD Mon Plaisir La Plaine à Lyon. Aïsé, je te passe la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous parler de la démarche du prendre soin au sein de nos maisons. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nos maisons sont des lieux de vie. C'est le domicile de nos aînés en perte d'autonomie. Dans nos maisons, nous ne prenons pas soin uniquement du résident, nous accompagnons également son entourage depuis son entrée et tout au long du séjour. Alors, en quoi consiste notre rôle dans l'accompagnement de nos aînés? Tout d'abord, nous les accompagnons dans les gestes de la vie quotidienne. Se lever, se coucher, l'aide à la toilette, l'aide à l'habillage et l'aide pour s'alimenter. Notre rôle consiste aussi à leur offrir un cadre de vie agréable, sécurisé et accessible financièrement. Je vais vous citer l'exemple d'Émile et d'Yvonne. Donc, c'est un couple de personnes âgées en situation de handicap qui ne pouvaient plus rester à domicile. Quand je les ai reçus, en fait, leur dossier avait été refusé par 24 établissements, et notamment pour des raisons financières. Et nous, dans notre établissement, nous avons pu accueillir ce couple fragilisé qui ne pouvait plus être maintenu dans leur domicile. Et cette capacité à pouvoir les accueillir a été grandement facilitée par notre capacité à accueillir les personnes à faibles ressources. En effet, l'habilitation de nos places à l'aide sociale nous permet vraiment d'accueillir un très grand large public de personnes en situation de dépendance. Notre rôle consiste aussi à dispenser des soins médicaux et paramédicaux. Et un des sujets qui tient à cœur nos usagers concerne la restauration. Donc, effectivement, nous travaillons beaucoup sur ce sujet-là, notamment dans notre association. Il a été fait le choix, en fait, de ne plus confier cette prestation à des prestataires extérieurs pour avoir vraiment une main, on va dire, sur la qualité des repas qui soit beaucoup plus qualitatif et adapté à nos publics. Et on travaille vraiment sur la question du faire plaisir. Je vais vous citer l'exemple des frites qui ont vraiment du succès dans nos maisons, mais comme dans la population générale. Alors, nous sommes lyonnais, donc la cervelle de Calnu est toujours le bienvenu. Et on fête vraiment, en grande pompe, on va dire, la fête du Beaujolais. Voilà. L'alimentation, c'est aussi le prendre soin, c'est-à-dire que c'est aussi voilà, on va dire un versant médical, c'est effectivement pour prévenir la dénutrition chez nos aînés. Donc c'est pour ça, effectivement, je parle d'alimentation adaptée. L'autre enjeu dans notre accompagnement consiste le maintien des liens sociaux. Donc, ce maintien des liens sociaux, il se fait à travers déjà la proposition d'activités variées et adaptées proposées par nos professionnels et nos bénévoles. Donc, c'est de la gymnastique adaptée, des ateliers mémoire, des concerts. Concernant les concerts, j'ai une petite anecdote. La métropole de Lyon nous avait proposé des concerts de jazz. Et c'est vrai, quand on en avait discuté avec l'équipe, on s'est dit, oula, est-ce que le jazz, c'est vraiment quelque chose qui pourrait plaire à nos résidents et à leurs familles? Donc, on s'est quand même lancé dans l'aventure et je crois que c'est un des concerts qui a été les plus appréciés par les familles et nos personnes âgées. Donc, c'est là où, effectivement, il faut vraiment prendre en compte, en fait, leurs envies et, effectivement, explorer des nouveaux potentialités en matière d'animation. Dans mon établissement, c'est aussi toutes les occasions qui peuvent être saisies pour créer du lien et de la convivialité avec les résidents, les familles et le personnel. Nous fêtons les départs à la retraite de nos agents. Nous fêtons les médailles du travail. Nous trinquons à la réussite du diplôme de notre dernier agent qui a obtenu son diplôme d'aide-soignant. Et nous nous réunissons aussi pour fêter les heureux événements qui surviennent dans la vie de nos personnels, à savoir la fête des bébés, parce que nos résidents suivent la vie de nos soignants et sont heureux en fait de pouvoir rencontrer leurs enfants une fois qu'ils sont nés. Notre travail aussi consiste à créer du lien pour nos résidents qui sont dans l'isolement social, donc avec une rupture totale avec leur entourage, à travers la visite de bénévoles
et particulièrement la visite des bénévoles des Petits Frères des Pauvres, qui est un acteur historique dans mon établissement. L'animation spirituelle proposée par les sœurs de la congrégation, mais aussi de la vie dans nos établissements et particulièrement dans l'établissement que je dirige. Le maintien des liens n'est pas aussi uniquement le maintien des liens à l'intérieur de l'établissement, c'est également le maintien des liens avec l'extérieur. Donc, on fait en sorte que la vie de l'extérieur vienne dans l'établissement et que nos résidents aussi puissent investir l'espace public. Donc, nos résidents ont la possibilité de se rendre seuls ou accompagnés pour aller faire le marché ou aller faire des achats dans les commerces du quartier. La venue des groupes scolaires, des groupes d'école sont très appréciés, mais vraiment de la vie et du mouvement dans la maison. Un des projets qui tient aussi très à cœur et très apprécié des grands et des petits, c'est la venue de la ferme itinérante. Donc, une fois par an, nous avons lapins, chèvres, poussins qui prennent leur quartier dans le parc de l'établissement. Nous avons également un groupe de chorale qui vient faire des répétitions dans l'enceinte de l'établissement. Pour moi, en tout cas dans ma vision, et je pense qu'elle est partagée au niveau du groupe, c'est que le prendre soin, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est-à-dire que ce soit la directrice ou la personne qui est en charge du nettoyage de la chambre ou de l'animation doit développer une écoute vraiment attentive en fait sur les attentes et les besoins de nos usagers et dans une aussi perspective de développer le pouvoir d'agir de nos résidents. Je vais vous prendre un exemple. Quand on a eu la chance d'avoir la livraison de nouveaux locaux, c'est posé la question de savoir comment on nommait nos étages, nos unités de vie. Et avec l'équipe, on s'est dit, mais c'est peut-être pas à nous de trouver le nom. On va peut-être poser la question à ceux qui y habitent. Et on a fait un vrai travail de concertation avec les résidents pour leur demander quelles étaient leurs idées, comment voulaient appeler leurs étages. Et effectivement, les noms qui ont été retenus par les résidents, c'est les Canuts, les Gaunes, la Roseraie, la Plaine. Donc, on est vraiment implanté à Lyon et dans le quartier du 8e. Donner le pouvoir d'agir à nos usagers, c'est éventuellement les rendre acteurs dans certaines décisions, notamment au moment de l'entrée. Dans la mesure où ils peuvent effectivement être acteurs sur ce processus-là. Je vais vous parler de Marguerite. Donc Marguerite, elle est en fauteuil roulant. Elle habite dans un logement assez exigu avec son fils et sa petite fille. Et quand nous la rencontrons, la décision d'entrée est très claire pour elle. Donc elle veut rentrer à l'EHPAD, mais par contre, elle nous dit tout de suite, ce ne sera pas pour tout de suite. On lui dit pourquoi pas. D'habitude, on a des demandes qui sont assez hâtives. Et là, le projet est vraiment quelque chose qu'elle s'approprie. Elle me dit, mais moi, je veux rentrer chez vous une fois que j'aurai fait le tour de tout mon réseau amical et familial. Donc, Marguerite, en fait, prend le temps d'aller faire le tour de tout son réseau amical. Et elle rentre 3 mois après. Donc ça fait partie aussi de notre capacité à pouvoir aussi nous adapter au rythme en fait de nos résidents. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont acteurs de quand est-ce qu'ils veulent rentrer. Et ça se fait des fois effectivement dans une forme de bienveillance de la part des équipes et que je trouve assez admirable. Dans des choses qu'on entend dans les demandes, c'est effectivement des demandes autour du café, parce qu'on a des grands amateurs de café, et souvent, ils n'ont pas de café entre le petit déjeuner et le repas du midi. Donc là, on a mis en place en fait un accueil café le mardi matin, qui est devenu une vraie institution en fait dans l'établissement. Et c'est posé la question de savoir, c'est très bien cet accueil café, mais il n'y a que les résidents en fait valides qui peuvent y aller. Quid des personnes qui sont vraiment alitées et en grande dépendance. Et là, l'équipe a vraiment fait preuve de créativité. C'est que là, ils ont créé le café ambulant. C'est-à-dire que le café se déplace au plus près des lieux de vie de nos résidents. Et c'est vrai que le passage de notre stagiaire, de notre animatrice, ferait vraiment la joie, en fait, auprès de nos résidents. On essaie vraiment d'être dans cette écoute et pour pouvoir vraiment entendre un petit peu les attentes de nos usagers, on a créé des conseils de quartier qui sont animés par la psychologue où les résidents se réunissent avec les soignants de leur quartier. Donc les soignants sont assez, on va dire, stables dans mon établissement en tout cas, et ils peuvent parler de leur réalité au quotidien, de ce qui leur met en joie, leurs difficultés, dans un espace vraiment qui leur est propre. Mais tout ça, pour le coup, ne peut être réalisé que si on prend soin de ceux qui sont en charge de l'accompagnement de nos résidents. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du groupe, on travaille vraiment sur une vraie politique de développement de la qualité de vie au travail.
Donc, ça se matérialise comment, cet accompagnement de nos équipes? C'est tout d'abord la possibilité de former tout au long de l'année nos équipes en lien avec donc l'école d'habitat et humanisme, donc formation, hein, donc sur différents sujets. C'est aussi élever en termes de compétences nos agents, nos diplômés. Moi, j'ai la chance d'envoyer chaque année un soignant non diplômé à l'école des soignantes qui revient au sein de nos établissements. Donc, c'est pour ça qu'on fait la fête, en fait. Parce que comme on a quelqu'un qui est diplômé, chaque année, on fait la fête. Voilà. Et vous verrez sur la slide, hein, sur la diaporama, c'est aussi l'aménagement dans un cadre très, on va dire, confortable pour nos soignants de la salle de pause. Donc là, vous verrez, c'est la salle de détente qui a été aménagée dans mon établissement pour le personnel, pour qu'ils puissent se ressourcer, en fait. Voilà. Et c'est également aussi des prestations de massage, d'ostéopathie, voilà, des ateliers détente. Voilà. Et c'est vrai que dans nos établissements, en tout cas, et particulièrement dans le mien, nous, on est fiers, en fait, de pouvoir accompagner ces personnes fragilisées par la vie et par la maladie. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Aïsé. Voilà, je trouve que ça nous donne, il y a des petits bras qui disent bravo, merci à ceux qui les envoient. Mais effectivement, c'est enthousiasmant de t'entendre nous raconter voilà, ce qui se passe dans ton établissement. Et c'est comme ça dans tous les établissements du réseau HH-Soins. Et c'est pour ça que ça vaut la peine. Maintenant, eh bien, on arrive au cœur du sujet financier. Et je vais passer la parole à Alexis, qui va nous démontrer pourquoi c'est si important aujourd'hui d'investir dans le capital de Entreprendre pour humaniser la dépendance. Pardon. Alexis, je te donne la parole. Merci Marie, bonjour à tous. Alors, en achetant des actions de la foncière EHD, 100% de l'épargne que vous nous confiez va alimenter le capital de la foncière et le capital de la foncière va permettre donc de construire des logements neufs à destination des personnes âgées à faibles ressources. Comme l'a signalé tout à l'heure Sabrien, votre épargne a un fort effet de levier. 1 euro de fonds propres que vous apportez au capital de la foncière, eh bien la foncière en face va ajouter des emprunts et des subventions publiques, donc pour chaque euro de capital que vous apportez. Votre épargne a un fort impact social et un fort impact social local. Les projets de la foncière étant disséminés sur l'ensemble du territoire, comme l'a montré Sabrien, avec des projets développés actuellement par la foncière EHD. Il y a forcément un projet Habitat et Humanisme sur votre territoire. Je vais passer également maintenant à la fiscalité, parce qu'en achetant des actions de la foncière EHD, vous faites le choix de flécher votre impôt sur une cause qui vous tient à cœur. Et en contrepartie de votre achat d'actions, vous bénéficiez d'un avantage fiscal très avantageux, la foncière étant SIEG et donc étant de service d'intérêt économique général. Alors, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu qui correspond à une réduction d'impôt correspondant à 25% du montant de votre investissement. Alors, j'insiste, il s'agit bien d'une réduction d'impôt et non d'une déduction. Et par exemple, si votre impôt sur le revenu est de 5 000 € et que vous souscrivez pour 2 000 € de part de la foncière EHD, vous réduisez de 500 € votre impôt sur le revenu qui passe à 4 500 €. Cette réduction d'impôt permet donc de réduire le prix de revient de l'action de la foncière EHD, et ce qui permet de délivrer un rendement annuel de 5,92% par an sur 5 ans. Et en plus, la foncière EHD a beau être une foncière, en investissant dans les parts de la foncière EHD, votre investissement sort de l'assiette taxable pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, on va passer aux caractéristiques de votre investissement. Tout le monde peut souscrire et toute l'année sur l'augmentation de capital de la foncière EHD est ouverte toute l'année. Le prix d'une action est de 20 € et le prix est fixe.
Il n'y a 0 frais d'entrée, 0 frais de gestion et 0 frais de sortie, hormis le règlement d'un droit d'enregistrement de 0,1% du montant qui est versé au Trésor public. Statutairement, la foncière EHD ne verse pas de dividendes. Et enfin, les actions sont cessibles à tout moment. Il faut toutefois conserver les titres pendant 5 ans pour bénéficier à plein de la réduction d'impôt sur le revenu de 25%. Et enfin, vous pouvez céder vos titres au bout de 5 ans ou les donner également à la foncière EHD ou utiliser le produit de la cession de vos titres pour réinvestir dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital. Et la liquidité est organisée par la foncière EHD. Alors, comment souscrire? C'est très simple. Vous pouvez souscrire par chèque ou par virement accompagné de votre bulletin de souscription que vous pouvez télécharger sur le site d'Habitat et Humanisme. L'année prochaine, nous allons développer effectivement la souscription en ligne. Et pour toute question, nous avons une équipe de 3 personnes dans l'équipe des relations actionnaires qui pourront répondre à vos questions à tout moment. Le numéro de téléphone et d'email dédié est affiché sur l'écran. Alors, 4 bonnes raisons d'investir dans la foncière d'habitat, dans la foncière EHD. 100%, c'est un investissement qui est 100% solidaire. 100% du montant souscrit est investi dans le logement. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, hormis effectivement la taxe de 0,1% qui est versée au Trésor public. C'est un investissement qui est 100% responsable. Vous savez dans quoi vous investissez. 100% de votre investissement est fléché dans la construction de logements à destination des personnes âgées à faibles ressources. C'est un investissement également qui est local, 100% circuit court. C'est un investissement de proximité. Il y a forcément un projet Habitat et Humanisme développé par la foncière EHD dans votre région. Et enfin, c'est un investissement 100% gagnant. Vous avez un fort impact social assorti d'un avantage fiscal. Voici pour la présentation. Et maintenant, je pense qu'effectivement, on peut ouvrir les questions si vous en avez. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, pour être honnête. On n'en a pas beaucoup pour l'instant. Donc, voilà. Est-ce que je vais peut-être laisser le temps aux uns et aux autres de nos participants d'avoir le temps d'écrire. Mais alors, il y a des mains qui se lèvent, mais en fait, comme je l'ai expliqué au départ, il faut que vous écriviez sur l'onglet questions-réponses pour que nous puissions avoir connaissance de ces questions. Voilà. Pour l'instant, il n'y en a pas d'écrites. Je vais peut-être repasser la... Tu veux que je te passe la parole? Je vais repasser la parole peut-être à Bernard. Bernard, j'ai vu que vous preniez des notes quand Aïsé parlait. Peut-être vous voulez faire une sorte de conclusion pour laisser le temps aussi à nos auditeurs éventuellement d'écrire des questions. Oui, on voudrait ajouter 2 choses actuellement. En fait, sur la question, en fait, on sait qu'il y a une crise des soignants, hein, la crise du monde médical, autant dans les hôpitaux d'ailleurs, en fait, que dans les établissements médico-sociaux. Même s'il y a eu une amélioration, en fait, des rémunérations, il n'y a pas suffisamment de reconnaissance sociale de la part, en fait, adressée aux soignants. Or, en fait, la qualité d'une maison, elle est aussi très, très liée, en fait, à la question de la présence des soignants et de la durée, en fait, aussi de vie dans ces maisons de ces soignants. C'est l'attente des soignés. Une attente qui est liée, en fait, à la fois aussi qu'on leur donne un peu du temps pour qu'entre soignés et soignants se créent, en fait, des relations. Le fait que c'est le temps des toilettes, que le corps soit dévoilé, ça appelle aussi souvent en fait un dévoilement de la parole, de pouvoir dire des choses qui ne sont parfois restées dans une situation d'omerta et qui créent des inquiétudes, des angoisses. Donc, offrir des temps de parole, offrir une présence qui soit une présence très humanisée, humanisante. Nous travaillons à cette question de cette reconnaissance sociale et notamment en faisant en sorte que ces soignants, je parle pas des médecins et des infirmières,
mais des auxiliaires de vie, des aides-soignants, ce qu'on appelle parfois les petites mains, mais ces petites mains, elles sont ces mains qui sont celles qui sont là, en fait, lorsque la personne est en situation de plus grande dépendance. Et donc, il y a ici une invitation à marquer à leur égard, en fait, aussi une marque de reconnaissance et même de justice, tout simplement. Ces personnes vont payer des loyers, notamment dans les métropoles, dans la capitale aussi, mais les grandes métropoles, les loyers sont arrivés à un tel taux que finalement, ça leur est très, très difficile de pouvoir se loger à proximité de leur lieu d'engagement professionnel. Alors, elles vont loin, etc., alors qu'ils ont des horaires décalés. Et donc, nous travaillons actuellement précisément sur nos opérations et entreprendre pour humaniser l'indépendance, donc avec Habitat Humanisme, bâti en fait des logements à destination en fait de ces soignants. Nous avons même créé en fait aujourd'hui un internat solidaire. On sait qu'aujourd'hui l'internat, autrefois, il se faisait dans une même ville universitaire. Aujourd'hui, c'est pas vrai. En fait, 4 mois dans telle ville, 4 mois après, etc. Ça crée d'ailleurs des formes de très grande solitude. Et dans cette opération, nous avons aussi offert des logements, enfin proposé des logements qui sont occupés naturellement par des aides-soignants et auxiliaires de vie. On voit qu'il y a ici en fait une invitation à faire en sorte que le monde médico-social et le monde sanitaire en fait aujourd'hui en prennent attention à son égard pour que finalement on entende moins en fait à ces situations de crise qui traduisent en fait vraiment une souffrance de la part des soignants. Et cette souffrance des soignants, bien sûr, elle a des répercussions par rapport aux soignés, hein, qui se disent, mais moi j'aimerais bien qu'en fait les soignants, on puisse leur parler davantage, qu'il y ait plus de temps. Et actuellement, en fait, on voit les difficultés. Il y a beaucoup d'intérim, en fait, autant dans les hôpitaux que dans les maisons, dans le médico-social. Et donc, pour supprimer, en fait, en tout cas pour atténuer, en fait, cet intérim, il faut absolument qu'il y ait aussi un avantage qui soit offert par rapport aux questions de rémunération. Un autre de nos investissements au sein d'Entreprendre pour humaniser l'indépendance, c'est la question aussi, alors c'est un lien aussi avec les hôpitaux, c'est la sortie, en fait, des hospitalisations, faciliter la fluidité en fait de cette sortie d'hospitalisation. Alors d'ailleurs, un de mes exemples tout à l'heure, c'était de cette personne qui était dans les services d'urgence, sortir en fait, avoir bénéficié d'un soin, il faut que ce soin puisse aussi être accompagné en fait d'un prendre soin. Et ce prendre soin est très lié en fait à pouvoir trouver un chez-soi, trouver un appartement qui soit en fait un lieu, un espace de vie qui soit un espace décent, permettant notamment, en fait, après les hospitalisations, souvent, en fait, ce qu'on appelle les soins à domicile. Mais ces soins à domicile ne peuvent être donnés que dans la mesure où, en fait, où le lieu de la personne est un lieu qui est un lieu très respectueux de cette personne. Et puis aussi, il y a toutes ces situations, on a évoqué aussi la question de la solitude. Et au regard de cette solitude, parfois, il n'y a pas de possibilité, en fait, d'offrir des soins. Par exemple, lorsqu'il y a, en termes de cancérologie, en fait, il y a beaucoup de soins qui se font à domicile, à la condition qu'il y ait un proche. Et s'il n'y a pas de proche, en fait, naturellement, ces soins ne sont pas possibles. Et donc, nous avons créé, en fait, aujourd'hui, en fait, un dispositif d'aval. Il a conduit, en fait, naturellement, à mettre des soignants, en fait, etc. Et pour le temps nécessaire, en fait, à ces soins à domicile, mais bien sûr, à ce temps nécessaire aussi pour retrouver aussi à la personne, en fait, un logement, lui permettant, à partir des soins qu'elle a pu obtenir sur le plan corporel, en fait, de retrouver un peu la santé. Il faut aussi lui redonner les conditions d'une santé affective, mentale, enfin, etc. Et donc, c'est très lié à la question, en fait, d'un toit. Donc, vous voyez que entreprendre pour humaniser, d'ailleurs, c'est le mot, en fait, humaniser, ça conduit à la fois à être attentif à la fois aux soignants et aussi attentif, en fait, aux soignés. Merci beaucoup Bernard. Donc quelques questions qui sont arrivées sur le fil de questions. Donc des questions pour Alexis concernant la revalorisation de la part.
concernant la durée de détention, une personne demande si c'est pas 7 ans, et concernant, je l'ai dit toutes en vrac, également les personnes non imposables. Donc effectivement, la période de détention est bien de 5 ans. Pour les personnes non imposables, alors je vais afficher une slide sur la fiscalité où l'avantage fiscal ne peut excéder le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice de souscription. Par exemple, si vous faites une souscription de 10 000 euros, ça vous donne droit à une réduction d'impôt de 2 500 euros. Mais si votre impôt dû est de 2 000 euros, les 500 euros ne sont pas reportables sur l'exercice suivant et ils sont donc perdus. Cela signifie qu'il faut payer des impôts pour bénéficier évidemment de l'avantage fiscal et qu'il n'y a pas de crédit d'impôt. Voici pour les réponses aux questions. Très bien. Et sur la revalorisation de la part? Alors, la part est à prix fixe de 20 euros depuis la création de la foncière ESG, et ceci pour des raisons statutaires. La foncière étant une société coopérative à capital variable, dans ses statuts, il n'y a pas de possibilité de revalorisation des parts. Donc, et depuis, on peut noter que depuis la création de la foncière, le prix de la foncière n'a pas été revalorisé à la hausse, il n'a jamais non plus été dévalorisé à la baisse. Donc c'est un investissement stable, prudent. Et une question sur la liquidité. Comment organisez-vous cette liquidité? Il y a un exemple qui est donné sur la foncière Terre de Liens qui garde 25% des souscriptions pour assurer cette liquidité. Alors, il y a une réserve qui a été de 1,5 million d'euros qui a été constituée par la foncière EHD pour pouvoir rembourser effectivement les demandes de rachat de titres. Donc, la liquidité est organisée par la foncière EHD. Et vous avez cité effectivement l'exemple d'une foncière amie, mais il y a d'autres foncières où vous avez des fenêtres de liquidité, où vous ne pouvez céder vos titres qu'à un certain moment de l'année. Sur la foncière EHD, une fois passée la période de 5 ans, vous avez la possibilité de céder vos titres à tout moment, et la foncière s'engage à vous rembourser dans un délai maximal de 3 ans. De 3 ans, pardon, excusez-moi, de 3 mois. C'est ma langue qui a fourché. Et surtout, n'oubliez pas que chaque année, vous pouvez participer à l'augmentation de capital parce que cet avantage fiscal est annuel. Donc, si vous souscrivez en 2024, vous pouvez souscrire également en 2025. Le compteur, en fait, de l'avantage fiscal repart à zéro. Et si vous décidez de céder votre titre dans les 5 ans, vous pouvez également resouscrire à l'augmentation de capital. Ou si vous avez toujours une intention libérale, vous pouvez donner vos titres également à la foncière et rebénéficier d'un deuxième avantage fiscal lié aux donations, celui-ci, 75% de réduction d'impôt sur les 1000 premiers euros et 66% sur le solde dans la limite de 20% du revenu imposable. Merci beaucoup Alexis. On va passer maintenant à des questions plutôt pour Sabrien ou Bernard qui concernent plutôt les projets de HD. Il y a une question sur la décomposition du prix d'une place que tu as évoquée tout à l'heure, 220 000 euros pour une place d'EHPAD. En fait, comment se décompose ce prix qui apparemment a l'air énorme pour la personne qui pose la question. Voilà. Le coût de 220 000 euros comporte l'ensemble de coûts de construction et des études liées à la construction de cet nouvel établissement, où, bien entendu, il y a toutes les parties communes qui font partie du projet, qui sont, comme l'a précisé Alizé tout à l'heure, les cuisines, les salons, etc. Donc, c'est la restauration, oui. C'est un prix moyen livré de l'établissement complet. Merci. Une question pour savoir
comment, c'est une belle question, un peu large, comment naît un projet de réhabilitation ou de création d'un EHPAD de EHD, enfin, ou d'un habitat inclusif, et quelqu'un qui voudrait aussi qu'on parle un peu plus des projets hors EHPAD, précisément, les projets plutôt d'habitat inclusif ou les projets de résidence autonomie. Et comment ces projets-là naissent, en fait, quels sont comment ça marche? Alors, ces projets répondent en fait aussi à un agrément. Une résidence autonomie, on ne la crée pas simplement parce qu'on a décidé de créer une résidence autonomie. Il y a en fait aussi des autorités tarifaires, hein, qui en fait lancent des appels à projets. Et donc à partir de là, en fait, on répond. Bon, j'étais hier à Saint-Afrique, hein, dans, dans le territoire de l'Aveyron. Nous avons un EHPAD de 77 lits. Et le conseil départemental dit que ça serait très intéressant que sur ce site se crée en fait une résidence, un habitat inclusif et un accueil de jour pour des personnes qui n'ont pas besoin d'entrer en fait dans l'EHPAD, mais qui ont besoin en fait d'une veille médicale. Et donc la réponse, nous répondons en fait à cet appel à projet pour que sur ce site, en fait, ça va créer une ouverture, ce qui en fait, ça va permettre à des personnes qui retournent chez elles, hein, c'est un va et un vient, mais qui vont aussi bénéficier en fait de l'accompagnement, en fait, d'avoir des services de restauration. Et donc les personnes dans cet EHPAD vont s'ouvrir à d'autres personnes, ça va ouvrir des perspectives intéressantes. C'est aussi pour nous en fait de se dire mais l'EHPAD de demain, en fait, c'est un EHPAD qui va être marqué essentiellement en fait par des soins palliatifs, parce qu'on voit bien que les gens rentrent de plus en plus tard en fait dans ces EHPAD, lorsque vraiment ça coûte trop cher de pouvoir en fait avoir simplement des soins à domicile qui demanderaient en fait une présence de soignants avec des coûts importants. Donc en fait, à ce moment-là, l'EHPAD est absolument nécessaire. Dans le même temps, il faut tenter de faire en sorte que l'EHPAD, et c'est aussi un travail aujourd'hui de réflexion en fait d'habitat humanisme soins, et donc de HD, pour qu'à partir de l'EHPAD, il puisse y avoir en fait aussi, l'EHPAD devienne un lieu de ressources pour aller précisément à domicile, ce que nous avons déjà fait sur une opération en fait à Versailles, et qui est devenu en fait un centre gérontologique qui est reconnu, où il y a des soignants de l'EHPAD qui vont à domicile. Et lorsque la personne est trop en difficulté, peut avoir besoin pendant 3 mois, 6 mois, de 15 jours, etc., de soins plus spécifiques et suivis, elle peut rentrer à l'EHPAD et ensuite en fait retourner chez elle. Et donc ça participe très très largement à la question en fait de l'ouverture des EHPAD. En fait, un des problèmes d'ailleurs de l'EHPAD, c'est que lorsque les gens rentrent, ils savent qu'en fait quelle sera la sortie. On sait bien que on n'ose pas le dire, il y a une sorte d'omerta par rapport à la question de la mort. Et donc, il faut tenter de faire en sorte que précisément, l'EHPAD, c'est pas un mouroir, c'est surtout pas un mouroir. Euh, Ça a été souligné tout à l'heure, c'est un lieu de vie, un lieu de soins, mais le soin, c'est précisément, ça concourt à la vie. Et donc, il y a cette invitation, en fait, à entrer, qu'il y ait de plus en plus d'ouverture, en fait, au sein de nos établissements. Sur l'opération de Moulins, qui a été évoquée tout à l'heure, c'est qui va être livré dans quelques semaines. On a réalisé des logements d'habitation qui sont à l'intérieur de l'EHPAD. Donc en fait, des personnes, ça peut être des personnes âgées qui sont non dépendantes qui viendront, mais ça peut être aussi des personnes plus jeunes, ce que nous souhaitons d'ailleurs en fait, pour que ce lieu devienne un lieu de grande mixité, mais nous sommes là précisément au sein de l'ADN en fait d'Habitat Humanisme, cette mixité, c'est une mixité sociale, mais pas seulement une mixité sociale, aussi une mixité en termes d'âge. Là où finalement on ouvre des perspectives, là on permet aux gens de se rencontrer, eh bien on travaille aussi précisément à lutter contre cette perte d'autonomie. Merci Bernard. Je vais répondre moi-même à une question qui était posée. Est-ce qu'on peut flécher son investissement vers l'un ou l'autre projet? Non, il y a une mutualisation des parts dans le capital de HD qui servent pour l'ensemble des projets portés par la société.
Une question de quelqu'un qui doit être membre d'Habitat Humaniste qui vous demande si on peut vous solliciter, nous solliciter pour étudier un projet d'habitat inclusif sur un territoire, parce qu'on a bien compris que naturellement, voilà, la réponse de Bernard est claire, naturellement, voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a un projet EHD dans les Hauts-de-France actuellement? Non. Pas aujourd'hui. Il y en a eu un beau. Oui, on a livré l'année dernière le Carmel de Douai, qui a été mis en service réellement sur cette année. Donc, pas pour le moment. Une question sur les tarifs qui sont appliqués dans les établissements. En fait, quels sont les barèmes des tarifs? Alors, on t'a demandé à IPACT, par exemple, dans votre EHPAD. Ouais. Alors, déjà, c'est déjà variable parce que ça dépend aussi du territoire d'intervention. Donc, je pense que comme vous avez signalé qu'il y avait 62 établissements, donc les tarifs à Paris et à... Non, voilà. Et donc, par contre, moi, je suis entre 2500 et 2600 euros par mois de reste à charge pour les usagers sur un bâtiment qui vient d'être rénové. De reste à charge. Oui, vraiment le reste à charge. C'est vraiment ce que payent les résidents, tous les résidents, quel que soit son niveau de dépendance. Mais après, il faut ensuite naturellement déduire en fait l'aide sociale qui est apportée. Voilà. Donc effectivement, vous savez bien que les ressources effectivement sont pas élevées pour certaines catégories. Et effectivement, c'est l'État qui intervient quand effectivement la personne a une petite pension et peut compléter ses frais de séjour. Mais effectivement, on est sur 2500, 2600 euros par mois. Alors là, vous touchez un point qui me semble effectivement très important, c'est qu'en fait, la moyenne, la retraite médiane en France, elle est de 1100 euros mensuels. Et une grande partie, en fait, de nos résidents ont des retraites inférieures, autour de 900 euros. Et donc, le prix de journée, quand il est de l'ordre de 70 euros jour, naturellement, la personne ne peut pas payer. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, il y a l'aide sociale si vraiment la personne est insolvable. Donc, en fait, c'est directement le conseil départemental ou les métropoles qui prennent en charge, en fait, cette charge. Mais souvent, en fait, il y a les ayants droit qui sont appelés, en fait, à la participation, en fait, de leurs proches au regard de leurs ressources. Et c'est le reste qui ne peut pas être supporté qui, à ce moment-là, est porté par le conseil départemental ou par les métropoles. Donc, c'est important que toutes nos opérations, elles ont ce caractère social. Nous ne réalisons pas, nous ne construisons pas des EHPAD, nous ne gérons pas des EHPAD s'il n'y a pas de l'aide sociale. La perspective, c'est véritablement d'accompagner des personnes qui sont en grande difficulté en termes de ressources. Et on sait très bien qu'il y a un lien très fort entre la pauvreté et en fait aussi la solitude. Et c'est comme a été souligné par IPEC, la directrice de l'EHPAD de Montplaisir, l'attention qui est portée précisément pour que souvent ces personnes qui sont restées longtemps, très longtemps chez elles en fait, et qui n'ont pas voulu rentrer en fait dans l'EHPAD pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure par rapport en fait à leurs proches, pour pas créer de problème par leur créer de charges supplémentaires, puisque le prix de journée, ils peuvent être appelés en fait à le supporter. Souvent, les personnes sont restées très, très, très isolées. Donc, en fait, il y a tout un travail à faire pour qu'en fait, il y ait une resocialisation en fait des personnes. Très bien. Écoutez, il reste plus que 5 minutes. Il y a une dernière question, mais est-ce que vous voulez... Si vous le dites. Pardon. Si, la dernière question, allez-y. La dernière question, c'était le niveau de participation des résidents des établissements aux décisions les concernant. Alors, déjà, il me faut 2 heures pour répondre à cette question et je crois que je ne les ai pas, ces 2 heures. Alors, c'est très compliqué en 5 minutes de répondre à cette question. Je dirais que on a un certain nombre d'outils. Je vais vous en citer quelques-uns. On a déjà ce qu'on appelle le projet personnalisé qu'on élabore lorsque la personne rentre dans l'établissement. Donc, c'est quelque chose qu'on construit avec l'usager et son entourage et qui permet en fait de déterminer ses besoins en fait d'accompagnement et on recueille aussi ses attentes
pendant son séjour. Je vous parlais des conseils de quartier, ça c'est aussi une entité qui est assez intéressante parce qu'ils sont entre eux et c'est aussi une instance de décision les concernant. Et on a aussi d'autres outils alors, qui sont réglementaires, hein, c'est ce qu'on appelle les conseils de vie sociale où on réunit les familles et les résidents et le personnel pour échanger aussi sur les grandes orientations. En tout cas, ils donnent leur avis sur les grandes décisions de l'établissement. Par exemple, on les a interrogés sur les souhaits d'investissement qu'ils voulaient avoir dans l'établissement. Donc, par exemple, ils ont choisi d'avoir une pergola, du mobilier de jardin. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui existent, en tout cas à notre niveau, pour pouvoir les associer aux décisions de l'établissement. Merci Aïsé, du coup, pour cette synthèse remarquable. Voilà, écoutez, la dernière question qui demande si la foncière EHD soutiendrait un projet de rénovation destiné en milieu rural à un projet d'habitat participatif pour des logements à visée de mixité sociale intergénérationnelle. Je crois que je vais répondre à votre place, Bernard. Bien sûr, contactez-nous, tous les projets sont étudiés. Voilà. Bernard, est-ce que vous pouvez nous donner le mot de la fin? Parce que voilà, il est 57, je pense qu'on arrive au bout de notre webinaire. Le mot de la fin, je ne sais pas si le mot de la fin, c'est un mot qui doit créer précisément un début, une ouverture. C'est précisément en fait qu'on marque une attention à l'égard de nos grands aînés. Et cette attention, en fait, nous a conduit, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je crois qu'on se dit rapidement maintenant, c'est aussi un appel à la jeunesse, notamment avec l'Agence nationale du service civique, pour que nos aînés et nos plus jeunes arrivent aussi en fait à se rencontrer. C'est de dire à nos aînés aussi qui sont en fait aussi les aidants de notre société, sont les aidants de notre société. Ils nous aident à partir en fait de leur situation de fragilité aussi à consentir, à mieux découvrir que finalement ce fragile, alors je reprendrai bien en fait ce mot d'un philosophe qui dit qu'en fait notre responsabilité, c'est le fragile parce qu'il est confié à notre garde, il est confié à notre soin. Prendre soin de cette fragilité, prendre soin de nos aînés, c'est aussi en fait, c'est marquer le respect de la vie et pour nous en fait, ce respect doit être un respect absolu. Mais pas simplement des mots, mais précisément à partir d'un cadre de vie où les personnes se disent quand même, ici, il y a du respect. Merci beaucoup Bernard, voilà pour cette ouverture. Vous avez à l'écran le numéro de téléphone et le mail sur lequel vous pouvez nous contacter pour poser toutes vos questions complémentaires. N'hésitez pas, nous vous y répondrons, nous les transmettrons aux bonnes personnes. Merci infiniment d'être resté avec nous ce matin et à très bientôt pour un nouveau webinaire. À bientôt, au revoir. Et merci.